En 1389, au cœur de Florence, un jeune homme de 20 ans hérite d'une petite banque familiale endettée. 65 ans plus tard, cette même famille contrôle le système financier européen, finance pape et roi, et a transformé Florence en capitale artistique de l'Occident. Mais la véritable révolution n'est pas là. Cet homme, Cosme de Médicis, a inventé quelque chose de beaucoup plus durable que sa fortune personnelle. Il a créé les mécanismes qui sous-tendent encore aujourd'hui le pouvoir financier moderne. Comment un banquier du XVe siècle a-t-il posé les fondations d'un système qui domine toujours notre monde 600 ans plus tard? Bonjour, je suis historien spécialisé en histoire économique et financière depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous explorons non pas une simple biographie, mais l'invention d'un système. Cosme de Médicis n'a pas seulement bâti une fortune, il a compris et codifié des principes qui permettent de transformer l'argent en pouvoir politique durable. Ces principes, nous allons les identifier, les analyser et comprendre pourquoi ils fonctionnent encore aujourd'hui. Cette analyse s'appuie sur les archives Médicis, les documents bancaires de l'époque et les travaux d'historiens qui ont passé leur vie à décrypter ces mécanismes. Pour comprendre l'innovation de Cosme, nous devons d'abord saisir le contexte du XVe siècle. L'Europe sort lentement du Moyen Âge. Les villes italiennes, Florence, Venise, Gênes, Milan, dominent le commerce méditerranéen. Mais le système bancaire est primitif et périlleux. Les banquiers prêtent à des rois qui font souvent défaut. L'Église interdit officiellement l'usure, rendant le prêt à intérêt théologiquement problématique. Les grandes fortunes se construisent et s'effondrent en une génération. La famille Bardi, les Peruzzi, immensément riches au XIVe siècle, ont fait faillite en prêtant à Édouard III d'Angleterre, qui n'a jamais remboursé. Dans ce monde instable, Cosme va introduire une stabilité systémique. Première innovation fondamentale, la diversification structurelle. Cosme ne gère pas une banque, mais un réseau. En 1425, la Banque Médicis compte des filiales à Rome, Venise, Naples, Milan, Genève, Lyon, Bruges, Londres. Chaque filiale est juridiquement indépendante. Si l'une fait faillite, les autres survivent. C'est évident aujourd'hui. C'était révolutionnaire au XVe siècle. La plupart des banquiers concentraient leurs activités. Cosme les disperse géographiquement et les compartimente juridiquement. Quand la filiale de Bruges rencontre des difficultés dans les années 1460, elle ferme sans affecter Rome ou Florence. Le système survit à ses propres échecs partiels, mais la diversification va plus loin. Cosme diversifie aussi ses clients et ses activités. Il ne prête pas seulement aux princes, il finance le commerce de laine, de soie, d'épices, il gère les finances pontificales, perçoit les dîmes dans toute l'Europe, il prête aux marchands, aux nobles, aux républiques. Aucun client, aussi puissant soit-il, ne représente plus de 20% de son activité. Quand un débiteur fait défaut, c'est une perte acceptable, pas une catastrophe existentielle. Cette dispersion méthodique du risque est un principe qui structure encore aujourd'hui toute finance moderne. Les fonds d'investissement, les banques internationales, les portefeuilles diversifiés, tous héritent de cette intuition médicéenne. Deuxième innovation, la transformation de l'argent en influence politique systématique. Cosme comprend une vérité fondamentale. Dans une république comme Florence, le pouvoir formel est limité, temporaire, surveillé. Mais le pouvoir informel, celui qui vient de l'obligation, de la dépendance, de la reconnaissance, peut être permanent et discret. Cosme prête aux familles florentines, pas à des taux usuraires, à des taux raisonnables. Il finance les dots des filles, les achats de propriétés, les investissements commerciaux. Progressivement, la moitié de l'aristocratie florentine lui doit quelque chose. Non pas une somme écrasante qui créerait du ressentiment, mais suffisamment pour créer une obligation morale. Quand Cosme est exilé en 1433 par une faction adverse, que se passe-t-il? En moins d'un an, cette faction s'effondre. Les créanciers de Cosme, qui sont aussi les électeurs de Florence, réalisent que leur prospérité dépend de son retour. Il revient triomphalement. Et il ne commet pas l'erreur de ses prédécesseurs, il ne prend pas le titre de prince. Il reste officiellement un simple citoyen.
mais il contrôle la ville pendant 30 ans sans jamais occuper formellement le pouvoir. C'est le premier exemple documenté d'un pouvoir financier qui se transforme en hégémonie politique par le mécanisme de la dépendance structurelle plutôt que par la force. Si vous voulez continuer à explorer ces mécanismes historiques du pouvoir économique et comprendre comment il se perpétue à travers les siècles, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Nous analysons ces dynamiques avec la rigueur et la profondeur qu'elles méritent. Troisième innovation, l'utilisation stratégique du mécénat. Cosme dépense des sommes colossales pour l'art, l'architecture, les manuscrits. À sa mort, on estime qu'il a consacré l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels au mécénat. Pourquoi? Pas simplement par amour de l'art. Le mécénat est un investissement politique et symbolique remarquablement efficace. Quand Cosme finance la construction de la bibliothèque de San Marco, il ne construit pas seulement un bâtiment, il crée une institution qui porte son nom, qui emploie des dizaines d'artisans, qui attire des savants de toute l'Europe, qui élève le prestige de Florence. Les intellectuels deviennent ses obligés. Les artisans dépendent de lui, la population voit sa générosité, et contrairement aux dépenses militaires qui créent des ennemis, le mécénat crée des alliés et des admirateurs. Plus subtilement encore, Cosme utilise l'art comme langage politique. Quand il commande à Fra Angelico les fresques du couvent de San Marco, il s'assure que les dominicains, ordre influent, lui sont reconnaissants. Quand il finance Donatello et Brunelleschi, il associe le nom Médicis au renouveau culturel florentin. Il ne dit pas « je contrôle Florence ». Il montre que Florence prospère grâce à sa famille. C'est un pouvoir par consentement admiratif plutôt que par coercition. Et ce pouvoir est beaucoup plus stable. Ce principe, transformer le capital économique en capital symbolique et culturel pour obtenir un capital politique, est aujourd'hui la stratégie de toutes les grandes fortunes. Les fondations philanthropiques, les prix culturels, les donations universitaires, ce sont les héritiers directs du mécénat médicéen. Quatrième innovation, la gestion des relations avec l'Église. Au XVe siècle, l'Église catholique interdit officiellement l'usure. Prêter à intérêt est un péché. Alors comment Cosme, banquier principal de la papauté, résout-il cette contradiction? Par une ingéniosité juridique et théologique remarquable, les prêts Médicis sont techniquement des changes, des opérations de conversion monétaire. Vous déposez 100 florins à Florence, vous retirez leur équivalent en ducats à Venise, mais curieusement, le taux de change varie toujours en faveur de la banque. C'est de l'intérêt déguisé en commission de change. L'Église le sait, mais la papauté dépend tellement des services financiers des Médicis qu'elle ferme les yeux. Plus astucieusement encore, Cosme investit massivement dans des œuvres pieuses. Il finance églises, couvents, chapelles, il fait des donations généreuses aux ordres religieux. Quand on lui reproche son enrichissement par l'usure, il répond qu'il en redistribue les fruits à Dieu. C'est une forme sophistiquée de blanchiment moral. Et cela fonctionne. À sa mort, malgré une fortune bâtie sur le prêt à intérêt, il est enterré avec les honneurs dans l'église San Lorenzo qu'il a lui-même financée. L'Église, pragmatique, préfère un riche bienfaiteur à un pauvre théologien rigoureux. Ce compromis entre doctrine officielle et réalité économique préfigure toute l'histoire moderne des relations entre finance et pouvoir religieux ou moral. Cinquième innovation, la discrétion comme stratégie délibérée. Cosme ne parade jamais, il s'habille sobrement. Il évite les titres pompeux, il refuse les honneurs publics ostensibles. Pourquoi cette modestie apparente? Parce qu'il a compris une leçon que ses prédécesseurs avaient ignorée. L'ostentation crée l'envie et l'hostilité. Dans une république jalouse de son égalitarisme formel, afficher trop de pouvoir déclenche des réactions violentes. Cosme préfère être le premier entre égaux plutôt que le prince avoué. Il laisse d'autres occuper les magistratures visibles pendant qu'il contrôle les décisions réelles depuis les coulisses. Cette stratégie de pouvoir discret se révèle infiniment plus durable que le pouvoir ostensible. Les tyrans flamboyants sont renversés. Cosme, modeste en apparence, meurt dans son lit après avoir dominé Florence pendant 3 décennies. Il lègue cette leçon à ses descendants. Laurent le Magnifique, son petit-fils, la perfectionnera encore.
Et ce principe, le pouvoir réel, se cache derrière des apparences modestes, reste une constante des élites financières. Combien de personnes peuvent nommer les dirigeants actuels de BlackRock, Vanguard ou des grandes banques d'investissement? Leur anonymat relatif n'est pas un accident. C'est une stratégie héritée de Cosme. Examinons maintenant le système dans son fonctionnement global. Cosme a créé quelque chose de systémique, pas seulement personnel. Il ne s'agit pas d'un homme brillant exploitant des opportunités, c'est un modèle reproductible qui a survécu à sa mort et s'est perpétué. Le système médicéen repose sur plusieurs principes interconnectés. Première connexion, diversifier pour survivre. Deuxième connexion, transformer l'argent en obligation sociale. Troisième connexion, utiliser la culture pour légitimer le pouvoir. Quatrième connexion, accommoder les contraintes morales tout en les contournant. Cinquième connexion, exercer le pouvoir discrètement pour le préserver. Ce système est remarquablement résilient. Quand les Médicis sont temporairement chassés de Florence en 1404-14, le système qu'ils ont créé survit. Les mécanismes bancaires continuent, les réseaux de crédit persistent, et 10 à 8 ans plus tard, les Médicis reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas simplement une famille. Ils sont devenus une infrastructure. Florence ne peut plus fonctionner économiquement sans les mécanismes qu'ils ont créés. C'est la différence entre un pouvoir personnel, qui meurt avec l'individu, et un pouvoir systémique, qui se perpétue au-delà des personnes. Comparons maintenant ce système avec d'autres tentatives historiques de transformer l'argent en pouvoir durable. Jacques Coeur, en France, au XVe siècle, accumule une fortune comparable à celle de Cosme. Il devient argentier du roi Charles VII. Mais il fait 2 erreurs fatales. Il concentre son activité sur un seul client, le roi de France, et il affiche trop ostensiblement sa richesse. Résultat, quand le roi décide de confisquer ses biens, Jacques Coeur n'a ni la diversification pour survivre, ni la discrétion pour éviter l'envie. Il meurt en exil, ruiné. Les Fugger, en Allemagne au XVIe siècle, bâtissent un empire bancaire encore plus vaste que celui des Médicis. Mais ils prêtent massivement à Charles Quint et aux Habsbourg. Quand ces derniers font défaut, les Fugger s'effondrent. Ils n'ont pas appliqué le principe de diversification systématique de Cosme. Les Rothschild, au XIXe siècle, réussissent mieux. Pourquoi? Parce qu'ils reprennent consciemment ou inconsciemment le modèle médicéen. Une banque par grande capitale européenne. Diversification géographique et par client, mécénat culturel systématique, discrétion relative malgré la richesse. Les Rothschild sont les plus purs héritiers intellectuels de Cosme de Médicis et leur succès sur 2 siècles le prouve. Appliquons maintenant cette analyse au présent, sans forcer les analogies, mais en identifiant les continuités structurelles. Les grandes institutions financières modernes fonctionnent-elles différemment du système médicéen? Regardons objectivement. Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, toutes sont diversifiées géographiquement et par activité. Aucune ne dépend d'un seul client ou d'un seul marché. Première continuité, ces institutions transforment leur capital économique en influence politique par le mécanisme de la dette souveraine, du financement de campagne, du pantouflage entre secteur public et privé. Deuxième continuité, elles investissent massivement dans la philanthropie, les fondations, le mécénat culturel. Troisième continuité, elles opèrent largement dans la discrétion, leurs dirigeants étant beaucoup moins connus que les entrepreneurs technologiques flamboyants. Quatrième continuité. Évidemment, le contexte a changé. Les États sont plus puissants, les régulations sont plus complexes. La technologie a transformé les mécanismes techniques, mais les principes fondamentaux identifiés par Cosme, diversifier le risque, transformer l'argent en obligation, utiliser la culture pour légitimer, accommoder les contraintes morales, exercer le pouvoir discrètement, ces principes restent opérationnels. Ils ont traversé 6 siècles parce qu'ils répondent à des constantes de la nature humaine et des structures de pouvoir. Abonnez-vous pour des analyses approfondies qui révèlent les structures invisibles du pouvoir financier et nous permettent de comprendre comment les mécanismes inventés il y a des siècles continuent de façonner notre monde contemporain. La leçon la plus profonde de l'histoire de Cosme de Médicis n'est peu être pas sa richesse ou son pouvoir. C'est sa compréhension que le pouvoir durable ne vient pas de la force, mais de la création de systèmes de dépendance mutuelle.
Cosme ne domine pas Florence par la coercition. Il la rend dépendante de lui en devenant indispensable. Les familles florentines prospèrent grâce à ses prêts. La papauté fonctionne grâce à ses services bancaires. Les artistes et intellectuels créent grâce à son mécénat. Il construit un écosystème où son propre succès est lié au succès de tous ceux qui l'entourent. C'est un pouvoir par symbiose plutôt que par domination. Cette approche est profondément différente du pouvoir militaire ou politique classique qui repose sur la capacité de nuire. Le pouvoir militaire dit « obéissez ou je vous détruis ». Le pouvoir financier médicéen dit « coopérez et nous prospérerons ensemble ». Le premier crée des ennemis qui attendent leur chance de se rebeller. Le second crée des alliés qui ont intérêt au maintien du système. C'est pourquoi les empires militaires s'effondrent souvent, brutalement, tandis que les systèmes financiers tendent à se perpétuer graduellement. Cosme meurt en 1464. Sur sa tombe, la République de Florence, reconnaissance extraordinaire, fait graver Pater Patriae, père de la patrie, un titre normalement réservé aux fondateurs de Rome, pour un banquier. Comment en est-on arrivé là? Parce que Cosme a réussi à faire coïncider son intérêt personnel avec l'intérêt collectif de Florence. La ville a prospéré sous sa direction informelle. L'art a fleuri, le commerce a augmenté, les guerres ont été évitées par la diplomatie financière, les Florentins ne voyaient pas un tyran, mais un bienfaiteur. Et dans une large mesure, ils avaient raison. C'est peu être là le plus sophistiqué des mécanismes médicéens. Créer une situation où votre domination est perçue comme bénéfique par ceux que vous dominez. Les Médicis régneront officiellement sur Florence pendant encore 2 siècles, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais leur véritable héritage n'est pas dynastique, c'est systémique. Les principes que Cosme a codifiés sont devenus les fondations de la finance moderne, la diversification du risque, la transformation du capital économique en capital politique, l'utilisation de la philanthropie comme stratégie de pouvoir, la discrétion comme protection. Ces principes ne portent plus le nom Médicis, mais ils structurent toujours les relations entre argent et pouvoir. Il y a quelque chose de fascinant et de troublant dans cette continuité. Fascinant parce qu'elle révèle des patterns profonds qui traversent les siècles. Troublant parce qu'elle suggère que, malgré tous nos progrès technologiques, nos systèmes démocratiques, nos régulations financières, les mécanismes fondamentaux du pouvoir économique n'ont pas fondamentalement changé depuis le XVe siècle. Cosme de Médicis, transporté dans notre époque, reconnaîtrait probablement sans difficulté les stratégies des grandes institutions financières contemporaines. Parce qu'au fond, il les a inventées. À votre avis, lequel des 5 principes médicéens, diversification du risque, transformation de l'argent en obligations sociales, utilisation stratégique du mécénat, accommodation des contraintes morales ou discrétion délibérée, reste le plus puissant et le plus utilisé par les élites financières contemporaines? Et pensez-vous que ces mécanismes, vieux de 6 siècles, continueront à structurer le pouvoir financier au XXIe siècle? Partagez votre analyse en commentaire